L'instant zéro est une énigme. Avec nos connaissances actuelles, nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'instant exact où l'univers a été créé. Peut-être qu'il existait en un point inimaginablement petit, ou qu'un autre univers venait d'arriver à sa fin. Peut-être qu'il n'y avait rien. Et puis, au bout de ce qu'on appelle l'unité de temps de Planck, l'expansion commence. À ce moment-là, l'énergie et la matière sont inséparables. Les 4 forces primaires de l'univers sont unies. Sa taille est absolument minuscule, mais à chaque fraction de seconde, elle double. La lumière n'existe pas encore. On avance un tout petit peu et ça y est, la matière et l'énergie se séparent. À ce moment-là, l'univers s'est rempli d'une quantité presque égale de matière et d'antimatière, se rencontrant et s'annihilant à une vitesse folle. Heureusement pour nous, il y a un tout petit peu plus de matière que d'antimatière, et les particules qui ne sont pas détruites finissent par se combiner pour former toute la matière de l'univers telle que nous le connaissons aujourd'hui. Là, à cet instant précis, toute la matière qui compose votre corps, votre maison, votre chien et tout ce que vous connaissez existe. Quelques fractions de secondes plus tard, les forces de l'électromagnétisme et de l'interaction faible se séparent. Les photons sont très nombreux, mais l'univers est trop dense pour que la lumière pénètre la matière. À ce stade, tout est encore invisible. Après un centième de seconde, les particules subatomiques commencent à se lier et à former les neutrons et les protons. Au bout d'une seconde, les particules présentes dans l'univers pouvaient former des éléments comme l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Mais tout était bien trop dense et chaud pour que des atomes stables se forment. On avance un peu à un moment où la température de l'univers est tombée à 1 milliard de degrés. Son expansion continue, et au bout de 3 minutes, la nucléosynthèse permet la création d'éléments lourds comme l'hélium 4. Au bout de 20 minutes, l'univers devient trop froid pour la fusion, et devient alors un plasma gigantesque. À partir de là, on peut commencer à avancer de manière significative. 47 000 ans après le Big Bang, la température de l'univers baisse assez pour que la matière domine la radiation. Il faut attendre 377 000 ans pour que les atomes neutres se forment, rendant l'univers transparent. Les nouveaux atomes arrivent rapidement à leur état fondamental en produisant des photons. Ces photons sont toujours détectables aujourd'hui et forment le fond diffus cosmologique. On peut y voir des zones plus chaudes que d'autres, mais ces différences sont minimes parce qu'à ce stade, l'univers est toujours extrêmement homogène. Si on avait pu voir cette époque de nos propres yeux, on verrait d'abord l'univers comme un fond brillant orangé. Avec le temps, cette lumière a effectué un décalage vers le rouge jusqu'à sortir de notre spectre visible. Cela veut dire qu'après cette brève introduction à la lumière, l'univers redevient sombre. Pendant les 100 prochains millions d'années, de petites fluctuations gravitationnelles permettent à certaines particules de se regrouper. Des gaz commencent à s'effondrer sur eux-mêmes et deviennent de plus en plus chauds et denses. Entre 100 et 200 millions d'années, les premières étoiles naissent. Avec elles, la lumière visible par des humains refait son apparition, et l'âge sombre de l'univers est fini. Et avec assez de patience, ces étoiles se rassemblent et forment des galaxies. La plus vieille galaxie découverte par des scientifiques s'est formée 670 millions d'années après le Big Bang. Les premières étoiles, assez énormes pour mourir rapidement, le font de manière spectaculaire, sous la forme d'une supernova. La puissance de ce type d'explosion est tout bonnement inimaginable. Presque toute la matière de l'étoile est éjectée à des vitesses approchant 30 000 km/s, soit 10% de la vitesse de la lumière. Vous avez peut-être déjà entendu que nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Et aussi dingue que ça puisse paraître, c'est vrai. Presque tous les éléments qui forment le corps humain ont été formés lors de supernovas, car elles contribuent largement à la création d'atomes lourds. En avançant encore plus dans l'histoire de l'univers, les galaxies elles-mêmes se lient par la gravité lentement mais sûrement et forment des amas galactiques. Ces mêmes amas finissent eux aussi par se rassembler en quelque sorte, formant des super-amas. Par exemple, notre galaxie la Voie lactée fait partie du groupe local, composé de plus de 60 galaxies dans un diamètre de 10 millions d'années-lumière. Mais si on dézoome assez, on voit que le groupe local fait partie du super-amas de la Vierge et de ses 10 000 galaxies. Et tenez-vous bien, en 2014, des astronomes ont découvert l'existence d'un super-amas encore plus gigantesque, le Laniakea, qui signifie paradis incommensurable en hawaïen. Celui-là est composé de 3 super-amas qui convergent à une vitesse de 630 km/s vers une zone de l'univers appelée le Grand Attracteur. Ce Laniakea a une taille d'environ 520 millions d'années-lumière. Si on va chercher encore plus grand, on parle alors de filaments galactiques. Ce sont les structures les plus grandes de l'univers parce qu'elles relient les super-amas entre eux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'espace n'est pas vide de la même façon partout. Il existe entre ces filaments des zones appelées vides galactiques, où la densité de matière est extrêmement faible. Quoi qu'on en dise sur nos chances de voyager dans l'univers, nous pouvons tout de même être rassurés par le fait que nous ne soyons pas dans une partie aussi désespérément vide du cosmos. Revenons-en à notre chronologie. Quand les premières étoiles se forment, elles rayonnent intensément dans un univers qui était jusque-là coincé dans son âge sombre. C'est grâce à leur rayonnement que nous entrons dans une période de rayonisation, qui permettra à l'univers de devenir transparent aux radiations ultraviolettes.
Il faut donc attendre environ 1 milliard d'années pour que le cosmos prenne une forme que nous pourrons reconnaître aujourd'hui, avec des étoiles et des galaxies visibles sans problème. Dans notre petit coin de l'univers, qui continue son expansion depuis l'instant zéro, la Voie lactée s'est formée au bout d'environ 4 milliards d'années. Des études récentes sur des observations du satellite Gaia, lancé en 2013, semblent indiquer que la Voie lactée a fusionné avec une autre galaxie au tout début de son histoire. Le cycle des étoiles mourantes, explosant en supernova et éjectant des matériaux lourds, permet rapidement la création des premières planètes. Et au bout de 9,2 milliards d'années, le système solaire naît. De la matière venant d'autres étoiles mortes depuis bien longtemps se regroupe grâce à la gravité, et s'effondre sur elle-même et commence à tourner. Cette rotation de matière forme une nébuleuse solaire. Au centre, la matière continue à s'accumuler pendant des millions d'années, tandis qu'aux extrémités de la nébuleuse, des petits amas de matière commencent à former des planètes. 50 millions d'années après le début de ce petit jeu gravitationnel, la matière au centre du système solaire devient de plus en plus dense et chaude, jusqu'à ce qu'elle arrive à un état de fusion. L'hydrogène en fusion signe le début de la vie adulte de notre étoile, qui continuera ce processus pendant environ 10 milliards d'années. À 150 millions de kilomètres de là, des amas de matière forment la Terre. Au début, c'est une planète avec une activité volcanique incessante. Elle est constamment frappée par des corps célestes faisant encore partie de la nébuleuse solaire. Peu après sa formation, la Terre est frappée par une protoplanète de la taille de Mars, et la matière qui est propulsée dans l'espace commence à s'accumuler et à se stabiliser pour former notre unique satellite naturel, la Lune. Les volcans terrestres libèrent des gaz formant l'atmosphère et les premiers océans. Mais à ce moment de notre histoire, la Terre est pauvre en oxygène et les conditions ne sont pas encore réunies pour que la vie apparaisse. Avec le temps, notre planète a pu se refroidir et ainsi former sa croûte terrestre. L'eau liquide peut enfin couler sur la Terre et la vie apparaît quelque part aux alentours d'il y a 4 milliards d'années. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi, mais les premières formes de vie sont nées de composés organiques et ont commencé à évoluer. L'évolution est le principal moteur de la vie sur Terre, car elle lui a permis de s'adapter à son environnement et ainsi de muter lentement pour former des dizaines, puis des centaines, puis des dizaines de millions d'espèces animales et végétales. Aujourd'hui, nous sommes l'espèce la plus intelligente et la plus avancée de l'histoire de notre planète, mais nous sommes aussi terriblement insignifiants dans l'immensité de l'univers. Que ce soit par sa taille qui n'est pas connue parce que son expansion a accéléré, ou que ce soit par son âge, notre univers apparaît comme une immensité dans laquelle nous avons le privilège de vivre. Si vous avez déjà frissonné à l'idée de l'âge de l'univers par rapport au nôtre, je suppose que vous avez rarement pensé à sa fin. Il est difficile d'imaginer la naissance de l'univers il y a 13,7 milliards d'années, mais il est encore plus difficile d'imaginer sa mort. C'est simple, il n'y a pas beaucoup de solutions à la fin de l'univers, et toutes les possibilités tendent vers une longévité extrême. Nous vivons dans sa petite enfance, et son processus de vieillissement sera lent, ennuyeux et déprimant. Déjà, voyons ce dont on est sûr. Nous savons que l'univers est en constante expansion, et que tout point existant s'éloigne de plus en plus rapidement de tous les autres points existants. Tout à l'heure, j'ai parlé du décalage vers le rouge de la lumière. Ce phénomène vient du fait que l'expansion de l'univers agit sur la lumière en la décalant vers une partie du spectre lumineux que nous voyons de moins en moins bien, jusqu'à ne plus les voir. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir l'univers dans son entièreté. On peut observer la lumière dans un rayon de 13,7 milliards d'années, mais le diamètre réel de l'univers observable est d'environ 96 milliards d'années-lumière, car certaines structures que nous observons aujourd'hui sont bien plus loin que leur lumière le suggère. Ainsi, la galaxie la plus vieille découverte se nomme GN-Z11, et nous la voyons comme elle l'était il y a 13,4 milliards d'années. Maintenant, par contre, elle se trouve à 32 milliards d'années-lumière. Avec toutes ces données, nous en sommes arrivés à une conclusion glaçante. Si l'humanité est encore là dans des trillions d'années, elle finira par ne plus voir de galaxies lointaines, et plus aucune lumière ne nous parviendra de l'univers lointain. Le fond diffus cosmologique lui-même ne sera plus détectable, et avec sa disparition, l'existence même du Big Bang ne pourra être vérifiée. Néanmoins, ce n'est pas parce que plus rien ne sera visible que plus rien n'existera. L'univers sera très sombre, mais les galaxies existeront toujours pendant très longtemps. Au bout d'un quintillion d'années, les galaxies n'auront plus assez de masse pour continuer à tourner sur elles-mêmes et finiront par se parsemer. À ce stade, il faut multiplier par 10 l'âge de l'univers pour trouver un nouvel état intéressant. Après 10 quintillions d'années d'existence, les restes de galaxies finiront par être attirés par des trous noirs supermassifs qui seront les dernières structures à survivre au passage du temps. L'univers deviendra vide, sombre, froid et hostile à toute forme de vie imaginable. Les derniers trous noirs supermassifs disparaîtront au bout de 10 puissance 100 années, par le biais de l'évaporation de Hawking. Mais durant cette période, le destin de l'univers est entièrement inconnu. Plusieurs théories existent, comme sa mort thermique qui prévoit une distribution égale de tout ce qui reste à ce moment-là, et ainsi une température minimum qui serait atteinte partout. Il y a aussi la théorie du Big Rip, ou grande déchirure.
qui suppose que l'expansion de l'univers accélère de manière infinie jusqu'à ce que toutes les structures restantes soient déchirées par l'énergie fantôme, celle-ci étant peut-être la cause de cette accélération. Une autre théorie est celle du Big Crunch, où la densité de l'univers deviendra assez importante pour arrêter son expansion et qu'il commencera à se contracter inlassablement jusqu'à former une singularité qui pourrait donner lieu à un nouveau Big Bang. Quelle que soit la fin de l'univers, s'il y en a une, nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons de le voir dans un âge aussi jeune. Notre ciel est rempli d'étoiles et nos télescopes peuvent en voir des millions d'autres. Dans chacun d'entre nous, il y a une partie de l'histoire de l'univers. Tout ce qui nous compose était là à la première seconde et sera encore là pendant des milliers de milliards d'années. Nous sommes une partie de l'univers qui s'éprouve lui-même.